Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, brestoise, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre? Bienvenue pour ce 97e épisode de Brest On Air où je suis rejoint comme d'habitude et pour notre plus grand plaisir, votre plus grand plaisir, de Yann et de Fanch. Messieurs, comment allez-vous? Toujours aussi bien, j'imagine, en tout cas sportivement. Bah écoute, oui, ça va très bien, Quentin, ça va très bien. D'ailleurs, comme tu le disais en introduction, ça ne pourrait pas aller beaucoup mieux, hein, en tout cas sportivement. Avec les résultats du Stade Brestois, c'est le moral qui est au beau fixe et on le voit un petit peu partout lorsqu'on croise des gens qui savent qu'on aime Brest ou même des gens qui commencent à s'intéresser au Stade Brestois. Tout le monde a le sourire aux lèvres. Malgré le froid que tu côtoies également, Yann, mais toi aussi, j'espère que tu vas bien. Mais oui, ça fait plaisir de supporter le troisième meilleur club de football de France. Voilà, il faut le dire. Le troisième. Oui, absolument. Et on se retrouve quelques jours après une nouvelle démonstration de cette nouvelle force en présence du Stade brestois qui a littéralement roulé, encore une fois, sur son adversaire contre Montpellier. Il n'y avait pas grand-chose en face, mais quand même, on va bien sûr en discuter un peu de ce qu'on a vu contre Angers également. Et puis, bien sûr, un peu de Coupe de France, Trélissac, Paris, Nice, Marseille qui arrivent. Et bien sûr, un peu de mercato, l'actualité chaude, naturellement, de ces derniers jours, avec du drama, bien sûr, du buzz, comme on aime en trouver. Ce qui est assez étrange, surtout cette saison, par rapport à ce qu'on vit. Hein. C'est vrai que les derniers jours ont été assez bizarres par rapport au quotidien que l'on vit depuis 5 mois. Donc, on va discuter, chacun donnera son avis sur ce qu'on a vu et entendu depuis quelques jours. Mais restons sur le terrain pour l'instant, avec bien sûr cette belle prestation brestoise contre Montpellier, vainqueur 2-0 d'une équipe de Montpellier assez faiblarde, hein, même lignée qu'on va dire Lyon et Lorient. Moi, je mettrais ces trois équipes parmi les plus faibles que j'ai vues à Francis Leblay cette saison. Mais tout de même, si les équipes aussi sont aussi faibles, c'est que Brest est aussi fort depuis le début de saison. Et encore, on peut même dire que Brest s'améliore de semaine en semaine. Les stats sont présentes, nouveau clean sheet, 2 buts marqués encore une fois, des occasions en veux-tu, en voilà. C'est vraiment une très belle prestation et une confirmation, hein, semaine après semaine, que visiblement la série brestoise ne va pas s'arrêter de sitôt. Absolument, absolument, Quentin, une confirmation. C'est assez rigolo parce que pour préparer ce podcast, d'abord j'ai revu le match particulièrement la première mi-temps, puisqu'on était nous en tribune Quimper, donc on n'a pas vu grand-chose finalement, en étant à l'opposé du jeu, puisque les Brestois ont vraiment fait pas l'assaut, mais en tout cas ont bien occupé le camp montpelliérain pendant, je dirais, facile, jusqu'au but en fait refusé. On n'a pas vu beaucoup de choses dans le camp brestois. Tant les joueurs des Rigrois étaient entreprenants, ils récupéraient le ballon très haut. Les Montpelliérains, lorsqu'ils arrivaient à récupérer le ballon, avaient vraiment beaucoup de mal à enchaîner 2-3 passes consécutives. Donc j'ai regardé la première mi-temps pour préparer ce podcast, et je suis retombé sur les notes que j'avais prises pour préparer le podcast, donc après la victoire contre Lyon, il me semble. Et où on se demandait déjà est-ce que ça peut durer, est-ce que l'équipe peut tenir sur ce rythme. Et bien force est de constater, tu l'as très bien dit, qu'en plus de pouvoir durer, je pense que cette équipe est en train de progresser semaine après semaine, aussi bien collectivement qu'individuellement, on va certainement en reparler, mais je vois là beaucoup de choses très positives dans le jeu, et des choses qui me font dire que le Stade brestois n'a pas de raison, sauf évidemment si le mercato vient s'en mêler ou la malchance, il y a des blessures, mais n'a aucune raison de, de ralentir en tout cas le rythme, et d'être moins efficace et moins beau à voir jouer. Oui, et
ce malgré... En fait, oui, non, j'allais dire malgré quelques changements, mais non, c'est aussi l'autre réalité, c'est qu'il y a très peu de changements dans ce 11. Ouais, c'est très plaisant. J'avais dit que pour moi, le match de Brest face à Lyon, c'était probablement le match que Brest avait le plus dominé depuis que j'allais voir Brest au stade, donc ça va faire plus de 20 ans. La première demi-heure contre Montpellier, c'était du Maccabi, et assez largement. Il manquait juste l'occasion, peut-être. L'occasion qui est arrivée autour du but, puisque c'est Bon, pas tant une que ça, vraie parce que... occasion, mais il y avait beaucoup d'opportunités. On sentait déjà beaucoup de récupération très très haute. On sentait qu'on étouffait l'adversaire, on sentait qu'il y avait des espaces, mais il manquait le dernier geste, la dernière passe pour se créer de vraies occasions pour mettre le compte en difficulté. Et c'est juste ce qui manquait. À part ça, c'est vrai que on sentait une sorte de serpent qui Ouais, mais tu vois, entourait sa proie et qui, un peu comme quand on regarde Paris finalement. tu sentais que quand tu voyais le match, tu sentais que ça allait venir. Ouais, c'est ça. Il y avait C'est ça. pas Tu vraiment de- sentais que c'était pas si, c'était quand, quoi. Est-ce que Brest allait marquer? Non, c'est quand est-ce que Brest marquera? Et pour paraphraser un grand penseur qui est, je crois, présent sur ce podcast, Brest est 3e et Brest joue comme un 3e de Ligue 1. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Oui, j'ai dit ça, absolument. Et je suis d'accord avec moi. Je parlais tout à l'heure de progression de l'équipe et de progression à la fois individuelle et collective. Je pense notamment à la doublette Mady Camara-Hugo Magnetti, qui est finalement une doublette, un binôme qui était déjà présent au Stade Brestois l'année dernière et même au début de saison lorsque tout allait mal. Et finalement, avec le même, et ils jouaient assez. D'ailleurs, ils jouaient pas forcément ensemble, ils jouaient pas tous les deux, ils n'étaient pas forcément titulaires. Hugo Magnetti était assez souvent remplaçant. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'on passe d'une équipe qui avait, je crois que c'est 14 points à la 18e journée, donc c'est-à-dire au même stade de la compétition l'année dernière, avec finalement un effectif quasiment inchangé, parce que si on prend le 11 qui a débuté contre Montpellier ce dimanche et le 11 qui pouvait potentiellement débuter l'année dernière à la même époque, il n'y a quasiment aucun nouveau joueur, si je dis pas de bêtises. Loco était arrivé, Lala était arrivé, donc très peu de changements d'hommes, mais pourtant dans les faits et dans ce qu'on nous propose, c'est extrêmement différent. Comment vous analysez ça, vous? Est-ce que c'est la confiance accordée à Eric Roy, les automatismes, des joueurs qui jouent pleinement leur potentiel, de la réussite, des adversaires moins bons? Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ça. C'est l'effet Adrien Lebeau. Voilà, c'est ma théorie. Non, plus sérieusement, c'est un peu tout. Évidemment, la confiance, aussi des joueurs qui, je pense, osent plus, osent faire des choses qu'ils n'osaient pas il y a quelques mois, quelques années. Et l'exemple, c'est celui dont je n'arrête pas de parler depuis 2-3 jours, c'est Mady Camara. Enfin, j'ai toujours bien aimé Camara, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il montrait l'an dernier. Et voilà, je pense que les joueurs prennent conscience de leur qualité, prennent confiance. Et puis, bah, je pense qu'il y a aussi l'effet inverse. Les équipes en face commencent à se dire que bah, c'est Brest, c'est une équipe chiante, c'est une équipe qui va vous étouffer. Et tu vois, il y a tout ce mind game qui se met un peu en place où tu viens jouer à Le Blé, tu sais que tu vas passer un sale moment. C'était pas forcément le cas la saison dernière. Et des joueurs qui ont confiance en leur qualité, et je dirais même qui découvrent de nouvelles. Mady Camara, je pense, pour parler de lui, puisqu'on est pas mal sur le sujet, je pense que, alors je sais pas trop comment il a été formé, mais c'est clairement pas le profil de joueur qu'on s'attendait quand il est venu de Saint-Etienne. On était plutôt sur un Magnetti bis finalement, un joueur pas mal dans les duels, qui récupérait le ballon et qui donnait à d'autres joueurs pour lancer les actions. Et finalement, c'est lui qui fait presque le lien maintenant entre l'attaque et la défense. C'est lui qui trouve les bons appels et qui aide l'attaquant. Il se projette beaucoup, hein. C'est vraiment Ouais. intéressant de le voir se projeter vers l'avant, parce que d'ailleurs sur le but de Magnetti, il y a une très belle remise de Steve Mounier. On pourra en reparler aussi de Steve Mounier, je trouve assez intéressant cette saison,
et notamment dans son jeu en remise. Mais il tombe sur un Camara qui est déjà très haut, et Camara qui, lui, sert Magnetti. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que les deux milieux de terrain sont dans la surface de réparation, alors que voilà, l'équipe n'est pas menée ou quoi que ce soit. Hein. Il y a encore 0-0 à ce moment-là. Donc ils n'hésitent pas à se découvrir et à aller de l'avant. Et c'est ce qui fait leur force, je pense, cette saison aussi. C'est cette volonté collective de jouer vers l'avant, de jouer ensemble, de prendre des risques. Et comme tu disais, Yann, maintenant ils ont confiance. Et ça joue sur l'effet inverse de l'adversaire qui, lui, sait qu'à Brest, il peut prendre un but à tout moment. Et c'est une mayonnaise qui a très bien pris cette année. Et je crois d'ailleurs, on perd un seul match pour l'instant à domicile, c'est contre le PSG à la dernière minute, ou dans les dernières minutes, et une victoire, une parisienne pas forcément méritée d'ailleurs. Ça montre la solidité de l'équipe, qui, en plus de ça, est également très bonne à l'extérieur, parce qu'on est deuxième à l'extérieur. Et on est troisième en général. Donc de toute façon, quand on est troisième en général, c'est que les stats sont plutôt bonnes. Mais pour revenir sur Camara, même contre Angers, hein, c'est lui qui fait je pense qu'elle ne sera pas comptée officiellement comme une passe décisive, puisque le but est contre son camp. Mais c'est lui qui se projette encore une fois. On a souvenir du premier match contre Lens, hein, où c'est lui qui obtient le penalty dans la surface. Généralement, quand il est dans la surface, c'est plutôt à bon escient et il est assez efficace. Buteur à Reims. Exactement, il est dans la surface. Il apporte un surnombre, il apporte des courses aussi qui déstabilisent l'adversaire. Pourtant, j'imagine que dans les séances vidéo des adversaires avant de jouer contre Brest, je pense que la passe de Lala ou la passe de Del Castillo pour Mady Camara dans la profondeur entre le défenseur central et leur latéral, je pense qu'ils appuient dessus parce que nous, ça fait quand même un petit moment qu'on la voit, donc j'imagine que les autres doivent la voir aussi. Et pourtant, ça continue de fonctionner. Donc, un grand bravo à Camara qui, je pense, a étoffé son jeu. Et pour répondre à ta question initiale, Fanch, ce serait intéressant de discuter avec Eric Serge, bien sûr, Eric Serge Premier, sur ce qu'il a mis en place quand il est arrivé, parce que autant on peut concevoir des progressions et une progression, autant là, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. L'évolution des joueurs en un an, l'évolution du collectif en un an. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 1er janvier et le 15 janvier l'année dernière pour que des joueurs qui avaient du mal à faire des passes entre les uns et les autres arrivent désormais à se trouver, à faire des passes en une touche. Enfin, moi, c'est surtout ça qui est pas impressionnant, mais qui est presque choquant, c'est que maintenant, là où tu t'attendais à avoir un contrôle beaucoup trop long ou un contrôle qui part en touche sur des passes un peu compliquées, le ballon il reste dans les pieds, même les passes compliquées, ça trouve le partenaire. C'est vraiment un tout qui, en fait, maintenant ça ne nous surprend plus, mais si on constate avec ce qu'on voyait à la même époque l'année dernière, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant l'évolution de l'équipe depuis un an, quoi. J'ajoute un autre élément, c'est l'aspect suivant, c'est que le danger vient désormais un peu de partout. Et contrairement aux années précédentes où il y avait uniquement les attaquants qui marquaient, ou dans certaines équipes comme à Montpellier, hein, qui dépend beaucoup de Hakar Adams devant, où il y a des équipes comme ça qui sont extrêmement dépendantes d'un ou deux joueurs. Nous, le danger vient absolument de partout. Le nombre de buteurs entre Del Castillo, Le Doiron, Satriano un petit peu moins, Mounier, Pereira Lage, Magnetti qui marque de but, Lesmelou qui peut marquer, Camara qui peut marquer également, c'est extrêmement, extrêmement intéressant et c'est très, je pense, beaucoup plus dur pour les adversaires de maîtriser ce danger dans la mesure où comme il peut venir de n'importe quel joueur, même des entrants, le Doiron qui est remplaçant là, qui marque encore, ça donne, je pense, vraiment différents scénarios de match qui sont possibles pour le Stade brestois, alors qu'avant, lorsque tu dépendais d'un Charbonnier devant par exemple, ou d'un Cardona et sa vitesse, il y a quelques années, t'étais plus prévisible. Et je pense... c'est sûr que quand Brendan Chardonnay se retrouve ailier gauche, ailier droit, c'est pas très prévisible pour l'adversaire. Et en plus, c'est dangereux. Alors, effectivement... Excellent match de Brendan Chardonnay contre Montpellier d'ailleurs. Excellent. Ah oui, monstrueux. Et dernier élément avant de donner la parole à Yann, c'est sur les raisons un peu du succès. Il faut pas oublier la dynamique. La dynamique, elle est très bonne depuis le début de saison, mais elle est surtout très bonne depuis la deuxième partie de saison dernière. Et le fait d'avoir une très bonne dynamique et un groupe inchangé, face à des équipes de Ligue 1 qui, il faut pas non plus se cacher, on est dans une Ligue 1 qui est assez faible, je pense.
cette dynamique, cette cohésion d'équipe, ces joueurs qui semblent intelligents et bien aimer jouer ensemble, coacher intelligemment par un homme pragmatique, je pense. Éric Roy a adapté son coaching aux joueurs dont il disposait, tout en étant quand même assez ambitieux, parce que le jeu brestois n'est pas rudimentaire, c'est un jeu qui est assez intéressant. Ça donne une recette qui, pour l'instant, fonctionne très bien. On prend beaucoup de plaisir et comme je disais, je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose que les supporters brestois de leur vivant n'ont jamais vécu. Être troisième après 18 journées, je pense pas que ça a déjà été vu dans l'histoire du Stade brestois, donc profitons-en, en espérant que ça dure le plus longtemps possible, bien sûr, et que ça se termine en apothéose, éventuellement par, bien sûr, vous l'avez écouté la dernière fois, une qualification en Coupe d'Europe, avec les pour et les contre que ça peut amener, bien sûr. Pardon Yann, je t'avais coupé. Non, c'était juste pour dire que, parce que Fange disait qu'il allait me laisser la parole, mais en fait, non, j'ai rien à rajouter. Voilà. C'est plaisant, Brest est à sa place, c'est mérité. Et on a hâte de voir ce Brest se frotter un peu face aux grosses écuries, parce que voilà, on l'a dit, c'était un petit Montpellier, c'est un peu la musique qu'on entend face à tous les gens qui nient un peu les résultats brestois. C'est regardez, ils ont joué 4 gros, ils ont perdu 4 fois. On va voir. Hein. Nice, Marseille, même Paris, on va voir. Je pense pas qu'on va faire 0. En tout cas, ce serait bien de ne pas le faire pour continuer la dynamique. Comme tu l'as dit, Fanche, la dynamique, c'est quand même très difficile On a l'impression que c'est facile à garder, mais c'est très difficile. C'est plus difficile d'engranger de la confiance que de la perdre. Donc, on va voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Trélissac, évidemment. Déjà, un déplacement personnellement qui me fait un peu peur. J'ai un peu peur que du coup avec une élimination, que ce soit au tir au but ou pas, ce qui n'est jamais à exclure, même avec ce Stade brestois là, ça casse la dynamique. Et évidemment Paris, Nice après qui arrive. Donc un mois, on va dire, entre ce 15 janvier et le 15 février qui s'annonce déterminant, on va dire, pour la suite de la saison. Je vois quand même des éléments plutôt encourageants et positifs et des signaux positifs. Alors effectivement, on en a parlé, Quentin, dimanche, tu disais que tu étais un peu inquiet par rapport au déplacement à Trissac, c'est vrai qu'il, sur le papier, a tout du piège. Équipe qui s'est performée en Coupe de France, petit terrain amateur. Quand on est le Stade Brestois, c'est vrai que ça sent pas forcément bon. Mais déjà, je pense que le groupe est suffisamment fort pour se remettre d'une éventuelle, on parle déjà d'une élimination comme si elle était là, d'une éventuelle élimination pour continuer son chemin en championnat. C'est le genre d'équipe, je pense, et de collectif qui sait très bien se remettre d'une défaite. On l'a vu après les 3 défaites consécutives contre Monaco, Lille, Monaco, Paris. Je ne sais plus exactement dans quel ordre. Ensuite, on a enchaîné sur la série actuelle. Et en plus de ça, je vois des éléments, notamment individuellement, qui reviennent soit à leur meilleur niveau, soit qui progressent, ceux qui reviennent à leur niveau. Je trouve que Jonas Martin, c'est beaucoup mieux sur ses entrées. Vraiment un joueur qui m'avait un petit peu déçu sur son début de saison, mais je pense qu'il était aussi blessé. Et là, physiquement, il a l'air mieux, donc dès qu'il rentre, ça se voit. Le Doiron qui commence à marquer des buts, il en est déjà à 4, alors qu'il avait galéré en début d'année. Là, que j'avais trouvé un petit peu moins bien aussi ces derniers temps, j'ai trouvé beaucoup mieux contre Montpellier. Doumbia qui va revenir de la CAN et qui a des choses à nous montrer après son formidable match contre Lorient. Donc il y a plutôt des signes encore encourageants qui me permettent de dire que je pense que la série et la bonne dynamique va se poursuivre. Alors peut-être pas contre Paris, Nice, Marseille avec autant de victoires, mais en tout cas avec un rythme régulier de points engrangés. Et c'est sympa quand même de vivre, ça va être sympa de vivre ces matchs contre Nice et Marseille qui finalement, même Paris, mais qui finalement vont être des matchs à 6 points pour Brest, des choses qu'on n'imaginait jamais dire de notre vivant, et pourtant nous y voilà. Un match à 6 points, peut-être pas au Parc, mais contre Nice et Marseille très clairement. On va jouer une partie de notre saison sur ces 2 matchs-là, sans que des défaites nous excluent essentiellement de la course à la Coupe d'Europe, mais clairement ça fera une différence en fin de saison. Donc des matchs finalement importants contre Nice et Marseille. Et oui, messieurs, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Je veux pas être toujours dans l'excès, mais parce que voilà, je me dis que le rêve n'a pas de limite. J'ai presque tendance à dire que contre Paris, tu vas jouer pour savoir si tu vas jouer le podium, chose que je ne pense pas, mais si tu tapes Paris, tu es obligé de le dire, que tu es dans la Oui, course. non, mais une défaite contre Paris, on va dire que c'est la normalité et que ça va pas définir ta saison. Voilà, je veux dire, défaite contre Paris, c'est ce qui est attendu, et tu reviens dans ce qui est
les ambitions qu'on peut avoir aujourd'hui, qui pour moi sont un top 7, voire un top 5. Par contre, si tu tapes Paris, bon déjà tu élimines quasiment le dernier chat noir qu'on a en Ligue 1, c'est tout con. Et bah putain quoi, tu tapes Paris et tu passes 3e de Ligue 1, enfin tu restes 3e de Ligue 1 avant d'aller jouer Nice chez toi à domicile, ou, enfin je le dis, j'ai pas peur, mais pour moi on est favori face à un Nice qui est en méforme, face à un Brest à domicile, t'es favori, tu peux passer deuxième. Et c'est pas Nice, anodin, deuxième Nice, après 20 journées. Nice qui est... je pense qu'on va perdre à Paris de manière assez logique et assez nette, même si l'équipe fera certainement un match correct, mais Paris est bien au-dessus, je pense, au Parc des Princes. Mais à domicile contre Nice, c'est clair, Nice en plus, c'est une équipe, tu disais, en méforme, il reste sur 3 défaites consécutives à l'extérieur, et c'est pas contre des cadors, c'est au Havre, à Nantes et contre Rennes. Il y a je pense il y a eu une solidité défensive niçoise qui faisait leur réussite en ce début de saison. Là, ils semblent un petit peu l'avoir perdu. Offensivement, c'est moins bien. Mofi est parti à la CAN. Donc je pense qu'effectivement, le match contre Nice, en tout cas, je ne sais pas si on est favori, mais c'est au moins du 50-50, ça c'est sûr. Et j'ai regardé un petit peu le classement aussi pour voir justement, parce qu'on se demandait si le podium c'était quelque chose qui était anecdotique aujourd'hui. Je suis d'accord avec Eric Roy, c'est pas anecdotique. Ça veut pas dire qu'on finira sur le podium en fin de saison, moi j'y crois pas du tout. Mais quand on regarde un petit peu déjà l'écart avec les... avant, on avait toujours sur ce podcast l'habitude de regarder l'écart avec c'était le 17e à l'époque, le 18e souvent. Là, l'écart déjà avec le 9e commence à être très intéressant. Même avec le 8e, on est à plus 8 sur Lens. Dans la mesure où on peut imaginer que le PSG remporte la Coupe de France, le 7e serait européen. Tu as 8 points d'avance sur la zone non européenne. Ça commence, je trouve, 8 points sur la deuxième partie de saison à avoir du sens. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de dire? Enfin, je le répète, Oui, de faire ce podcast. et moi je vais aller plus loin et revenir un peu sur les propos. Quentin, tu vois enfin tu le sens pas contre Trélissac. Moi je le sens très bien et j'ai même pas peur de dire que Brest va s'offrir le luxe d'une belle aventure en Coupe d'Europe. Je parle pas forcément de la gagner en Coupe Coupe de France. Commençons par la Coupe de France, Yann. Coupe de France. Je parle pas forcément de la gagner ou même d'aller en finale, mais je pense que cette année tu peux taper un quart ou un demi sans trop de soucis. Et Bah, pour le moi Après, ça si va tu pas. passes là, tu es en 8e, hein, donc il reste un Euh, match ou un ou deux à gagner. Mais Donc c'est ça. effectivement, C'est ça, pour moi, là, Trélissac, tu vas passer peut-être pas facilement, mais 1 ou 2-0 sans trop trembler. Tu vas taper une Ligue 1 après, et voilà, ça peut vite, vite aller. Hein. mais en Coupe de France, on n'est pas seulement supporter de Brest, on est supporter de Brest, de Paris, de Lille, de Marseille, de Monaco et compagnie, Nice également, bien sûr, hein. Mais on ne sera pas supporter de Lorient de toute façon, puisqu'ils n'y sont plus, bien sûr, hein. Il est bientôt plus en Ligue 1 non plus d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Un peu de mercato peut-être, messieurs. Peut-être le point noir de ces derniers jours. Beaucoup de choses ont été dites sur l'interview, hein, l'interview polémique de Pierre Lesmelou après le match contre Montpellier. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On en a beaucoup discuté entre nous, évidemment, mais et j'imagine que vous qui nous écoutez, vous discutez pas mal Stade Brestois avec vos collègues, avec votre famille, avec vos amis. Vous en avez parlé également, hein, ça a fait couler pas mal d'encre de cette petite interview qui dure presque une minute, hein, finalement. Une minute qui pourrait éventuellement changer la saison du Stade Brestois. Messieurs, Fanch, t'as été pas mal critique, hein, Fanch. Ah oui, bah, très critique, parce que je trouve qu'elle est minable cette sortie. Elle est minable dans le sens où le joueur n'a pas à faire ça. J'ai l'impression que là, il met un petit peu, il rebalance il met la pression sur le club. Le club, il savait déjà hein, que la position du club c'était de ne pas le vendre. Si vraiment il veut partir, ce que je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre qu'un joueur soit sollicité, qu'on lui propose beaucoup d'argent et que forcément ça te fait réfléchir. C'est un être humain et qu'il puisse être intéressé par le projet rennais, euh, ça peut tout à fait s'entendre. Là où je suis plus critique et là où je suis plus agacé, on va dire, c'est sur la forme. Il n'est pas obligé de venir s'exposer comme ça face aux médias, déjà d'une part. De suite après une victoire, en plus. Il sait que le président a parlé quelques minutes avant. Et
Si vraiment il a envie de la jouer intelligemment et qu'il veut exprimer une envie de départ, parce que c'est clairement ce qu'il a fait, ce qu'il a fait là dimanche après le match, il peut le faire en rencontrant les dirigeants, en en parlant avec eux. Là, j'ai l'impression, voilà, c'est ça, qu'il a mis la pression en disant, bah écoutez, moi, le projet m'intéresse, mais apparemment, je suis intransférable, donc on verra. J'ai pas aimé ça du tout. J'ai pas aimé du tout cette manière de faire, qui m'a pas semblé très classe, contrairement, tu vois, à Lilian Brassier qu'on a interrogé, qui lui pense peut-être la même chose d'ailleurs, hein, qu'il a envie de partir, mais qui a botté en touche de manière beaucoup plus maligne à mon sens, qui a botté en touche en disant qu'il savait pas, qu'il se concentrait. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur le terrain. J'ai trouvé un Pierre Lesmelou, alors qui a pas fait un mauvais match du tout, hein, attention, mais qui s'est montré moins dedans que d'habitude. Alors peut-être qu'il y a d'autres raisons, on peut passer à côté de son match, mais en tout cas, j'ai trouvé moins dedans que d'habitude, contrairement à Brassier que j'ai trouvé extrêmement concerné. Est-ce Donc, qu'il y a peut-être aussi un côté effet placebo? mais peut-être, enfin, peut-être non, parce que vraiment, je trouve que même quand tu vois les célébrations d'après-match, c'est pas le Pierre Lesmelou qu'on peut voir habituellement. Mais je comprends, je répète encore une fois, qu'il soit perturbé, qu'il ait la tête un petit peu ailleurs, si je puis dire. J'ai pas aimé cette sortie plus dans la forme finalement que dans le fond. Vraiment, je pensais à un joueur extrêmement classe qui a prolongé il y a 2 mois, n'oublions pas. Et après, attention, je dis pas qu'il doit tout au Stade Brestois. Le Stade Brestois lui doit d'ailleurs beaucoup aussi cette saison. Mais si aujourd'hui il est sollicité, c'est parce que le Stade Brestois, ce collectif, fait une très bonne saison. Et voilà, pour moi, le Stade Brestois n'est pas une serpillière. On sait d'où on vient. On retournera certainement très vite, très probablement dans le bas du classement et à jouer le maintien dans les années qui viennent. Et il ne faut pas non plus qu'on se prenne pour d'autres, et à mon avis, les joueurs non plus. Est-ce que par exemple, si tu es coéquipier de Pierre Lesmelou, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce Bah, que ça te gonfle de voir ça? je sais pas, parce que je pense que les joueurs comprennent et se mettent certainement à sa place plus que Oui, c'est les vrai. supporters. Et je peux pas leur en vouloir. Je pense que les joueurs, il y a l'air d'avoir un groupe qui est intelligent. Je pense, et comme je dis, je pense que les joueurs comprennent qu'un joueur soit perturbé, qu'un coéquipier soit perturbé quand tu as des avances comme ça. Je pense aussi que certains, ça les gonfle. En tout cas, soit ça les gonfle, mais en tout cas, ça leur fait peut-être enfin, un petit peu suer d'imaginer perdre un joueur de cette trempe-là. Après, bah, je pense ils sont tous plus ou moins potes, donc bah, voilà, c'est le football professionnel, hein. On sait très bien que les mecs sont pas attachés à vie à leur club. Tout le monde n'est pas forcément Brendan Chardonnay. Même lui, un jour, pourrait mener à partir, mais ce serait différent. Tu vois, là, comme je vous disais, un Lilian Brassier qui part ce mercato-ci, qui a pas fait trop de bordel pour partir publiquement, même si j'imagine qu'avec son agent et son entourage, il n'hésite pas à se vendre et à contacter des clubs. Faire monter les enchères? Voilà, faire monter les enchères. Ça me choque moins qu'un joueur qui vient comme ça devant la presse et faire un petit peu le mec avec sa capuche, un peu bougon, un peu. Ouais, bah, on m'empêche de partir, je suis pas content. Voilà. J'ai pas trouvé ça très classe. En fait, je trouvais que ça a manqué de classe et dans la vie, je trouve qu'il faut jamais manquer une occasion d'être classe. Et bah, là, c'est pas le cas. Pour autant, si Pierre Lesmelou reste, bah, je serais évidemment très heureux. J'irai certainement pas l'insulter, le siffler ou quoi que ce soit, il n'en est pas question. Et j'aimerais bien qu'il reste, parce que pour moi, c'est un joueur extrêmement important dans le collectif brestois. Voilà. Juste un petit peu déçu de cette sortie qui n'avait pas lieu d'être, à mon sens. Ils peuvent régler ça en interne et pas venir comme ça mendier. Mais voilà. Nul. Je trouvais ça nul, zéro. De A à Z, Vicente. Ah non, mais c'est vraiment. Ça m'a gâché, tu vois, je pense que certains, je suis pas le seul, ça m'a gâché la victoire de dimanche. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, en fait, l'équipe fait un parcours formidable cette année. On sait qu'on va certainement perdre un joueur ou deux, mais dans l'esprit, là, j'ai vu, en fait, j'imaginais le joueur qui voit une petite ouverture et tout de suite, il s'engouffre dedans, sans penser à ses coéquipiers, sans penser à son club, sans penser à ses supporters. Bah, j'ai pas aimé. Voilà. Est-ce que ça t'a aussi un peu rappelé, on va dire le quotidien qu'est un supporter du Stade brestois où, bah, oui, ça marche très bien, mais finalement, ça Non, mais marchera ça, on le peut-être sait, pas tu très vois. longtemps, quoi. Ça, on le sait parce que tu vois, pour un Ouais, ça bracelet. ça doit peut-être rappeler après une nouvelle victoire, après une Bah, passe sur le ouais, podium, c'est donc ça, et je m'attendais pas, surtout après la sortie du président qui avait été assez ferme. Et d'ailleurs, j'insiste sur ce point. Maintenant que le président a parlé et a dit que Pierre Lesmelou ne partirait pas, pour moi, il a engagé sa responsabilité, il a engagé son autorité. Si Pierre Lesmelou venait à partir pour Rennes, bah, je lui souhaiterais évidemment le meilleur pour la suite. Mais pour moi, le grand perdant, en plus du Stade Brestois, ce serait Denis Le Saint qui aurait là engagé sa parole devant les. Il parle jamais, et si le jour où il parle devant les caméras de Prime, si c'est pour dire quelque chose qui est contredit dans la semaine, pour moi, le message serait totalement négatif par rapport au reste du vestiaire. Ça veut dire là
que tu as une sollicitation, il suffit de venir l'évoquer dans la presse et pleurer un peu dans les médias pour pouvoir voir une porte de sortie. Voilà. Et il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est vrai, vous allez me le rappeler, qu'il y a des réalités économiques et que si le Stade Brestois a une offre de 15-20 millions pour Pierre Melou de Rennes ou d'un autre club pour un joueur de 30 bientôt 31 ans, évidemment que je comprendrais que le club réfléchisse. On n'est pas stupide ici, on est des supporters, mais on a quand même un peu de réflexion. Les réalités économiques font que le club peut pas non plus tout refuser. Voilà, c'était un petit peu pas mon coup de gueule, mais ma déception du moment. Je sais pas ce que Yann en pense, mais j'étais Je vraiment. rajoute, D'ailleurs, avant que Yann poursuive, pardon, ça me semble un peu trop, un peu exagéré de qualifier en tant que président du Stade Brestois d'un joueur intransférable. À la limite, je peux comprendre que le président du Real Madrid dise qu'un joueur est intransférable, autant quand le Stade Brestois, s'il y a un club, n'importe lequel, hein, qui pour n'importe quel joueur met 25 millions sur la table, bah, le joueur il prend l'avion le jour suivant. Hein, donc voilà, c'est difficile pour moi en tant que suiveur du Stade Brestois, je comprends très bien et je comprendrais très bien si si aucun joueur n'était intransférable, hein, finalement, et si le président l'avait dit, parce que si une offre arrive et que ça fait 50% de ton budget annuel, malheureusement, le joueur il est parti dans les 24 heures. moi, dans cette affaire, je dissocie la forme du fond. J'ai commencé par le fond parce que, en soi, c'est triste à dire, mais je peux comprendre Pierre Lasmelou. Je parlais de réalité financière pour les clubs, mais c'est aussi pour le joueur. On sait que Rennes peut lui proposer 2, 3, peut-être 4 fois plus que ce qu'il a à Brest. Alors ok, il a prolongé il y a 2 mois, ce qui est quand même bon, voilà. Mais on peut comprendre que ça l'intéresse. En plus, en termes de confort, cadre de vie, c'est pas très loin. Il reste dans la région. Donc, même objectivement, certes, Brest cette saison est bien au-dessus de Rennes. Autant si tu me demandes fin saison 2025-2026 qui sera en Coupe d'Europe, Rennes ou Brest, tu peux penser que c'est Rennes. Donc sur le fond, moi je comprends qu'il ait une envie, Mais ce sera Brest. mais ce sera. Mais je peux comprendre qu'il ait une envie sur le fond. Par contre, sur la forme, c'est catastrophique. Déjà parce qu'il va. Enfin, qu'est-ce qui t'empêche d'aller parler directement avec ton président? Parce qu'il arrive en disant moi je suis pas au courant. Mais si t'es pas au courant, on va demander au premier concerné. Va pas dans la presse, venir chouiner, et puis venir un peu avec des fausses réponses où tu montres juste que t'es mal à l'aise. Et on n'en a pas trop parlé parce qu'elle n'a pas été retranscrite dans les versions écrites, mais une des questions qui a été posée, je crois que c'est par Franck Ledors, le journaliste de l'équipe, c'est est-ce que c'est pas trop dur de quitter une équipe dans cette situation-là? Et tu vois qu'il est pas à l'aise, il se dandine tranquillement, il lève les épaules, il fait c'est pas, avant de dire oui, de toute façon dans le foot on sait pas. Mais merde quoi, enfin, je conçois pas, je comprends pas l'idée de sortir comme ça en public. Voilà, à la limite, s'il a cette envie de départ, moi je peux la comprendre, mais il va pas mettre tout le monde dans la merde, va pas foutre la merde en fait, tout simplement. Surtout que ça a l'air d'être un garçon intelligent, Lorenzi aussi, Denis Le Saint visiblement aussi, enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça, surtout après un match comme ça, surtout non, voilà, je comprends pas l'intérêt Est-ce de qu'on la peut sortie. imaginer Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a aussi un peu la cacophonie, genre il y a eu la sortie du président, peut-être qu'on lui a dit, ah, le président a parlé de toi, il a dit que tu pourrais pas partir, ça l'a peut-être un peu gavé, il a voulu un peu à chaud réagir. Après, c'est vrai que je trouve ça assez bizarre parce que l'offre a quand même quelques jours d'ancienneté. Bah oui. Et que finalement, visiblement, toutes les parties concernées ne se sont pas réunies, en tout cas Denis Le Saint et le joueur. Peut-être que le joueur et le directeur sportif se sont vus dans la semaine, mais c'est vrai que ça date du début de semaine quand même. C'est pas Bah, on peut la imaginer veille de match, quoi. on Donc, peut peut-être imaginer qu'ils se soient vus et que c'est une autre manière aussi de mettre la pression, de dire voilà, maintenant en parlant entre nous, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'en faisant un appel du pied et publiquement déclarer au Stade Rennais que lui, il est intéressé, euh, il espère peut-être débloquer la situation de cette manière-là, j'en sais rien, mais c'est aussi une manière de voir les choses. Ouais, si c'est le cas, c'est moche. Voilà. Bah, dans tous les cas, c'est moche, hein, mais je suis d'accord avec toi. Moi, là, par contre, où je te rejoins, c'est sur le fait qu'un joueur qui est sollicité par un club qui, même si je suis pas un supporter du Stade Rennais du tout, est effectivement mieux structuré à tous les étages, et même si cette année leur saison est moins bonne, tu as raison de le dire, hein, sur les 10 prochaines saisons, il y a 2 clubs qui font l'Europe régulièrement, c'est probablement plus Rennes. Je peux comprendre que le mec, en fin de carrière, il a envie de s'offrir un dernier projet intéressant, mais il y a juste une manière de le faire.
Il y a une manière de le faire et de venir pleurer dans les médias immédiatement après qu'on sache qu'il y a une offre pour lui. Quitter une équipe qui, en plus, le Stade Brestois serait à la dérive, ce serait la galère, il y aurait eu 3 changements d'entraîneur. On dirait, bon, bah ouais, mais le mec, passer du 18e de Ligue 1 au, je sais pas combien ils sont Rennes actuellement, 10e, et ambitieux, on peut comprendre. Là, il est dans le Stade Brestois qui vit la meilleure saison de son histoire, avec une équipe qui, je dirais pas roule sur la Ligue 1, parce qu'on va rester mesuré, mais qui est en tout cas extrêmement compétitive. S'il y a une des deux équipes qui est le mieux partie pour jouer l'Europe l'année prochaine, c'est Brest. Donc c'est un peu curieux sa sortie. Et sur le terrain, passons peut-être sur le terrain, j'imagine que oui, le départ de Pierre Lesmelou serait un coup dur. Est-ce que pour 20 millions d'euros, toi, si tu étais président du Stade Brestois, est-ce que déjà ça te fait réfléchir, j'imagine? Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu dis oui, tu dis non? Est-ce que tu dis plus? Parce que déjà, bon, apparemment, il y a eu une offre de 10 millions d'euros. Hein, Brest a dit plus, le double, apparemment. Ça fait un peu le gars, on en parlait pendant le match, mais le gars sur Football Manager qui répond à une offre un peu irréaliste, et finalement le club qui veut le joueur dit ah oui, finalement oui, je vais mettre cette offre irréaliste. 20 millions pour un trentenaire, ça fait beaucoup d'argent quand même. Bah, moi, ce que je te disais l'autre jour, c'est qu'effectivement, et même que je répétais juste avant, c'est que la réalité économique, nous, on la maîtrise pas en tant que supporter, on n'est pas dans les comptes, mais on a compris quelque chose quand même, c'est que le Stade Brestois est déficitaire tous les ans et qu'il faut, pour équilibrer, des ventes. On l'a bien vu, que ce soit avec Franck Honora, Romain Perrault, Romain Fèvre, Ibrahima Diallo. Tous les ans, il y a des ventes qui sont absolument nécessaires pour ensuite permettre au club de continuer à passer devant la DNCG tranquillement et investir un petit peu ce qui reste, c'est assez faible, hein, on l'a bien vu, pour le mercato. Je pense que ensuite ces rentrées d'argent, elles sont évidemment toutes budgétées, hein. On sait que quand tu achètes Honora, tu sais que tu vas le revendre. Quand tu achètes Perrault, tu sais que tu vas le revendre. Quand tu achètes Fèvre, tu sais que tu vas le revendre. Je pense que quand tu achètes un Loco, tu imagines, ou un Brassier, en tout cas, tu sais que tu vas les revendre. Un Pierre Lesmelou, tu penses pas le revendre, je pense. Ou alors pas, en tout cas, avec une telle plus-value sur le joueur. Et évidemment que la question, elle se pose. Évidemment qu'à 20 millions d'euros, je le laisse partir. Même si cette saison extraordinaire, à 20 millions d'euros, je ne peux pas imaginer que le Stade Brestois retienne Pierre Lesmelou. Ça te fait combler les caisses presque 2 saisons, parce que généralement c'est 10 millions qui te manquent tous les ans. Donc là, tu peux, voilà, ça permet également de te laisser les mains libres pour garder Brassier un petit peu plus longtemps ou demander plus d'argent sans avoir la pression cet été. Ça te permet d'anticiper ton mercato et de toute façon, tu es maintenu. Alors, la déception, ce sera quoi? Ce sera effectivement qu'on ne se sera pas donné les chances et les moyens de vivre une saison extraordinaire cette année, alors que peut-être, en fait, même avec Jonas Martin et Kamori Doumbia, par exemple, et une recrue éventuellement cet hiver, tu peux tout à fait le remplacer, même si je pense qu'on ne trouvera pas quelqu'un de la qualité de Pierre Lesmelou. Mais 20 millions d'euros, évidemment, tous les jours, Brest va accepter. Pour moi, peut-être que non, hein, mais pour moi, ce serait évident. Si j'étais aux manettes, je verrais là l'opportunité de se séparer d'un joueur qui ne se représentera plus. Un Brassier, tu refuses 10 millions cet hiver, il y aura 10 millions qui reviendront l'été prochain, il n'y a pas de problème. Pierre Lesmelou, c'est pas sûr. Il a blessure à son âge, la perte de valeur. Voilà, voilà ce que j'en Rennes pense. qui trouve quelqu'un d'autre. C'est ça, bien sûr. Visiblement, il n'y a que Rennes sur Pierre Lesmelou, donc difficile de faire monter les enchères. Il n'y aura pas d'autres clubs aussi, on va dire, mal gérés actuellement que Rennes qui oseront mettre même 10 millions d'euros sur Pierre Lesmelou. C'est beaucoup d'argent pour un joueur, un trentenaire qui finalement n'a pas été, qui a joué à Nice certes, mais qui n'a jamais joué dans un club de standing européen tel que Rennes. Je mets Rennes un peu au-dessus de Nice quand même, surtout à l'époque où Pierre Lesmelou a joué à Nice. Mais c'est vrai que oui, c'est quand même beaucoup d'argent et s'il est bien réinvesti, ça remet quand même. C'est là le souci. Bah oui, c'est ça le souci, et je pense qu'il faut être assez réaliste. Aujourd'hui, on n'a pas de plan pour remplacer Pierre Lesmelou. On voit beaucoup de rumeurs de départ, mais aucune rumeur d'arrivée. Voilà, faut être réaliste. Si on vend Lesmelou et qu'on doit trouver un autre milieu de terrain en dernière minute, ça sera le mec un peu pris à l'arrache, pas forcément, qui sera forcément moins bon. Donc voilà, il faut aussi s'y attendre. Et c'est pour ça que moi, Pierre Lesmelou, je ne veux pas le laisser partir. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas pu anticiper. Et pour rebondir juste rapidement, autant par exemple un Lilian Brassier, normalement tu te dois d'avoir un remplaçant parce que c'est prévu. Autant Pierre Lesmelou,
je pense pas que Grégory Lorenzi s'attendait à ce qu'un club vienne le chercher pour faire signer Pierre Lesmelou. Donc je peux aussi comprendre que au niveau remplacement, ça semble compliqué de trouver un joueur en 15 jours, même un peu moins, hein, puisque s'il part, ce sera, j'imagine, pas avant la fin du mercato. Donc, ouais, difficile de trouver un remplaçant, alors que le départ du joueur n'était, j'imagine, Oui, absolument bien pas sûr, il prévu. n'y aurait aucun reproche à faire à Grégory Lorenzi là-dessus. Enfin, c'est inattendu, c'est une occasion unique et on en a très rapidement parlé. Mais moi, je serais supporter rennais. Voir que mon club lâche 20 millions d'euros sur Pierre Lesmelou, qui a plus de 30 ans, qui finalement, certes, est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 aujourd'hui, mais n'a jamais performé comme ça sur la durée. Peut-être qu'il va le faire, hein, et on le souhaite. Mais je serais assez fou si j'étais supporter rennais de voir ça. Maintenant, moi, j'ai un pronostic qui est peut-être un peu osé, mais je pense que Brest ne vendra ni Pierre Lesmelou, ni Lilian Brassier. Voilà. Et ça montre aussi, c'est très rassurant, parce que déjà, ça montre une solidité financière. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on n'a pas besoin de vendre Lesmelou, même si jamais une telle offre viendra. C'est-à-dire, début de mercato, Grégory Lorenzi a dit qu'on vendrait peut-être Lilian Brassier, mais qu'on n'était pas dans l'obligation de vendre. On tablait sur une vente à, on va dire, 15 millions sur Lilian Brassier. Tu rajoutes potentiellement 20 millions pour Pierre Lesmelou. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 35 millions? Enfin, en tout, 35 en tout. Oui, 35 en tout, mais justement, tu vas faire quoi avec 35 millions si t'as pas besoin de vendre pour assurer tes comptes? Enfin, les Stade Brestois, on va pas recruter 15 joueurs qui en plus déséquilibreraient totalement ton effectif. On va pas non plus faire signer une recrue à 30 millions d'euros. C'est pas dans l'ADN du club, de toute façon ça ne marcherait pas. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas faire de ces 35 millions? Tu vas les mettre en trésorerie, tu peux les investir dans le futur du stade. Le stade du Footven. Enfin, si c'est pour ça, je pense pas que ça vaille le coup de se priver de la chance d'écrire la plus belle page d'histoire du football brestois. Juste, j'interromps juste sur Pierre Lesmelou et sur l'intérêt du Stade Rennais. On a l'impression que Rennes est quand même en train de chercher à droite à gauche d'autres joueurs. Et là, je vois à l'instant qu'ils ont fait une offre pour un milieu de Aurel Mangala de Nottingham avec un prêt de 6 mois et une option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros. Donc, visiblement, ils sont en train de Ratisser large. ratisser large et peut-être que On a vu Matuziwa aussi, hein, il me semble, de Matuziwa, Reims. voilà. Que peut-être qu'ils se disent aussi que 20 millions d'euros, ils étaient peut-être prêts à prendre Pierre Lesmelou pour 10, mais 20 millions d'euros pour un joueur qui a 31 ans en mai prochain, c'est peut-être économiquement un investissement douteux. Et bon, ça serait pas étonnant, puisque je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'investissement pour un... Alors évidemment, ils ont des sous. Ceci étant, ça ne les empêche pas de bien les dépenser. Et autant on adore Pierre Lesmelou, autant 20 millions d'euros pour Pierre Lesmelou, personnellement, en tout cas, si j'étais un club de n'importe qui, je n'irais pas mettre 20 millions d'euros sur Pierre Lesmelou. Donc, voilà. A priori, il y a quand même plus, si le prix demandé est effectivement de 20 millions d'euros, il y a quand même des chances que Pierre Lesmelou reste au club, en espérant que, bien sûr, les événements des derniers jours ne viennent pas tout gâcher, naturellement, même si je pense que il suffit de gagner contre Nice et tout sera oublié. Et pour Lilian Brassier, parce que c'est quand même, je pense, le départ le plus probable. En tout cas, ils ont dit qu'il y a un défenseur qui partirait du club, que ce soit Brassier ou Dari. Est-ce que vous pensez que, d'une part, il sera remplacé, Lilian Brassier, si jamais il part? Je ne suis pas persuadé. Et est-ce que vous considéreriez ça comme une énorme perte qui pourrait remettre un peu en cause l'équilibre de l'équipe, ou vous avez 100% confiance dans, par exemple, Julien Le Cardinal derrière pour le remplacer? Confiance sur le Cardinal, mais j'ajouterais quand même un défenseur central pour faire le nombre, parce que pas confiance en Dari non plus. Escartin est parti, donc là c'est compliqué. Ça ferait, même pour les oppositions à l'entraînement, il faudrait un petit quatrième défenseur central. Éric Roy. Eric Roy, bien sûr, les 1m90 et quelques, hein, de Eric Roy qui trônerait ici en défense centrale du côté du centre d'entraînement Sika Prince de Bretagne, bien sûr. Ouais, quelqu'un quand même. Et j'imagine, j'espère qu'il est déjà dans les tuyaux, puisque ce serait assez logique, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, autant Pierre Lesmelou, inattendu, offre inattendue, discussion même inattendue, autant Lilian Brassier, j'imagine que
Grégory Lorenzi s'attendait à avoir des sollicitations dès cet hiver. Peut-être pas venant de clubs aussi réputés, peut-être plutôt des Stuttgart ou des Mönchengladbach, par exemple, en Allemagne. Autant des Milan, des Naples, des Monaco, c'est vrai que ça envoie déjà pour un joueur qui joue à Brest, c'est assez gratifiant. C'est bon pour la réputation du club aussi, pour éventuellement des joueurs qui voudraient ou seraient enclins à venir à Brest. On peut leur sortir l'argument de, effectivement, regardez Brest et toute l'Europe regarde Brest, hein, finalement, que ce soit à Milan, que ce soit à Monaco, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, j'imagine. Voilà, si tu viens à Brest, ça peut être un club tremplin intéressant. Et effectivement, il devrait y avoir le remplaçant. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne nous a pas habitués à ça, d'avoir un remplaçant immédiatement après le départ d'un joueur cadre. J'espère que ce serait le cas avec Lilian Brassier, d'autant que visiblement, si on n'a pas besoin de vendre Lilian Brassier, c'est que les quelques millions d'euros qu'on pourrait réinvestir sur un joueur nous permettraient justement d'acheter un joueur avec du vrai argent. C'est chose qu'on n'a peut-être pas fait depuis un petit moment. Donc j'espère que le remplaçant est dans les tuyaux déjà. Et puis attention aussi aux joueurs qui partent, il faut que le projet soit intéressant derrière, parce que je pense que tu réfléchis 2 fois maintenant que tu es à Brest et que tu as une saison potentiellement où tu peux accrocher l'Europe derrière. Là, si tu es Brassier, on te propose un contrat évidemment plus intéressant ailleurs, mais l'argent c'est une chose, mais il y a aussi ta carrière, et tu te dis, bon, imaginons qu'on se qualifie en Europe avec Brest. Moi je pense à ça parce que je pense à Franck Honora qui est parti en Allemagne, qui certainement gagne mieux sa vie aujourd'hui, qui est dans un très beau club, bien structuré, avec une histoire qui est évidemment plus importante que celle de Brest. Mais aujourd'hui, il est dans une équipe qui joue au milieu de tableau de la Bundesliga, si je dis pas de bêtises. Quentin, tu m'arrêtes si je me trompe, et qui n'a plus quasiment aucune chance d'accrocher l'Europe la saison prochaine, ou en tout cas très peu de chance. Qu'est-ce qu'il se dit, lui? Ben, je suis parti, mais maintenant mon équipe, l'équipe précédente, elle est en train de faire un truc de dingue. Être à Brest aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient être au Stade Brestois. Donc, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas non plus nécessairement ce que tu gagnes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça rentre dans la réflexion des joueurs. Je pense que Lilian Brassier a été intelligent, hein, dans ses déclarations. Autant on sait qu'il partira à un moment donné, que ce soit cet hiver ou cet été. Mais il n'y a pas eu. Je pense qu'il est plutôt pragmatique lui aussi. Voilà, il comprend aussi que l'offre doit être, et je pense que c'est un accord aussi avec le directeur sportif, mais l'offre doit être conforme à ce que le Stade Brestois demande pour qu'il puisse partir. Et visiblement, en tout cas sur ce que j'ai compris dans ce qu'il a dit, ça le dérangerait pas trop non plus de rester 6 mois de plus. C'est-à-dire que 6 mois de plus, je pense qu'il aura davantage de sollicitations dans 6 mois que cet hiver. Donc ça, C'est exactement ce que j'aurais aimé entendre de la part de Les Melou, dans le sens où je suis fermé à rien, mais ça ne me dérangerait pas de rester, bien sûr. Là, c'était, pour revenir rapidement au débat précédent, le fait de rester, ça avait l'air de le saouler. Et ce que Brassier dit, en étant, voilà, ça ne le dérangerait pas de rester, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Oui, sur Brassier, moi j'écoute celui qui le fréquente au quotidien, c'est-à-dire Eric Roy. Depuis le début des rumeurs Brassier, il répète en conférence de presse que lui, il n'est pas si certain que le joueur veuille partir. Et bon, peut-être que Brassier ment un peu à Eric Roy, je ne sais pas, mais moi je suis persuadé que Brassier veut bien rester pour la simple et bonne raison, c'est que lui, dans tous les cas, il est gagnant. Qu'il parte cet hiver ou cet été, il sait qu'il va partir pour un meilleur club et pour un bon prix. Donc il peut attendre au besoin. Marquer l'histoire du Stade Brestois, ça l'intéresse peut-être. après, je pense qu'effectivement, Brassier n'est pas contre rester, mais par contre, il a peut-être des conseillers ou d'autres personnes qui verraient d'un bon œil toucher une petite commission, quoi, sur l'éventuel transfert. C'est-à-dire, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, d'un ligament croisé, de quelque chose qui se passe qui l'empêche d'avoir des sollicitations dans 6 mois. Donc, c'était aussi intéressant pour tout le monde de prendre le chèque quand il est disponible, quoi. Mais effectivement, Brassier, je pense que ça par exemple, dans les célébrations d'après-match, c'est toujours l'un des plus enjoués, et c'était le cas encore une fois contre Montpellier. Donc je pense qu'il se sent très bien ici et que ça ne le dérangerait absolument pas de rester 6 mois de plus. Et dans 6 mois, il aura droit à un très, très bel au revoir. On saura très bien qu'en juillet ou qu'en août ou en juin, il ne sera plus brestois. Et très bonne suite de la carrière à toi, Lilian, parce que cette saison, elle est aussi grâce à toi.
Peu de rumeurs en termes d'arrivée, en tout cas. Il y avait eu Ibrahim Salah qui était sorti par l'équipe, mais je pense que ça m'a l'air un peu bidon. Il y avait le cas Brahimi aussi qui veut se barrer. Euh, Là, je vais exprimer un avis, mais la priorité pour moi, c'est pas un ailier. La priorité pour moi, c'est un latéral gauche. À ma vie, il a joué 6 minutes en 2023, il est blessé pour 8 semaines. Bradley Loko, je l'adore, mais il y a un moment, il va pas pouvoir faire 90 minutes pendant toute la saison. Il va finir par se blesser ou avoir une chute de forme. Donc la grosse priorité pour moi, c'est un latéral gauche en doublure. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Loco, il a fait l'intégralité des rencontres cette saison, et Lala, comme Lala hein, d'ailleurs à droite. Mais à droite, tu as un petit peu plus de solutions, je pense, pour remplacer le Kenny Lala si jamais il venait à se blesser. Loco, s'il se pète, franchement, je vois pas la solution. Il faudrait à la limite mettre Brassier à gauche et le Cardinal dans l'axe. On a vu que Brassier il s'épanouit dans l'axe et à gauche, c'est plus compliqué. Ouais. Peut-être là à gauche et mettre peut-être le Cardinal à droite même. Ouais, ça ferait directement. Ça Ce ressemble serait plutôt à Monsieur du Bricolage, bricolage. quoi. Clairement, Ouais, c'est du il n'y a pas bricolage. il y a pas de remplaçant attitré, on va dire, Et ce qui fait la qui force fait de une... Brest cette année, c'est aussi justement cette cohésion d'équipe et ce collectif qui fonctionne comme sur des roulettes. Je pense que si tu intervertis deux, trois joueurs qui perdent leur poste, ça peut de suite devenir beaucoup plus compliqué. Sur ce, fin de podcast. Bah, en fin de podcast et comment dirais-je, on a hâte d'être au prochain déjà parce que Ah oui, oui, bah contrairement aux années précédentes. chaque lundi, on a hâte d'être le dimanche. Bah, c'est ça, on se disait les années précédentes, bon, il va falloir encore s'accrocher. Est-ce que vous pensez que ça devrait pouvoir se maintenir? Combien de points il Cette nous manque? saison est tout à fait fatigante et Ouais, physiquement. interminable. Là, il faut vraiment, et j'insiste sur le fait de dire aux gens qui nous écoutent et qui ont été jusqu'au bout de ce podcast, d'ailleurs on les remercie, on n'hésite pas à s'abonner hein, sur YouTube, très important, de profiter de cette saison parce qu'on n'est pas du tout certain d'en revivre une aussi belle dans les années qui arrivent. Profiter de cette saison, profiter de la chance qu'on a actuellement parce qu'il y a énormément, énormément, énormément de supporters en France qui aimeraient être à notre place, à peu près tous, hein, quasiment, des petits clubs, parce que voilà. Et quand on se souvient ça fait pas si longtemps que ça, les matchs de Ligue 2 où les matchs de Ligue 1, on était en galère. Profitons. Peut-être que le Stade Brestois, c'est un one-shot et cette saison restera exceptionnelle et l'année prochaine, ce sera un retour au quotidien du maintien. Et peut-être que le club va réussir à grandir là-dessus, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a vraiment hâte de voir ce que la suite de la saison nous réserve. Et quoi qu'il arrive, on sera content parce que si jamais on rentre dans le rang et qu'on finit, je sais pas, 10e, on aura quand même vibré une bonne partie de la saison. Et si jamais c'est mieux que ça, eh ben, ce sera fou. On est le 16 janvier et Brest est presque déjà maintenu. Ouais, je pense que Ce qui était l'objectif de début de saison, hein, naturellement. Donc, effectivement, même si mathématiquement, là, Lorient est combien au niveau du classement? Ils ont 22 points de retard 53 sur points, nous. 53 points, ils sont en dessous 22 de nous. points, 22 points de retard. Lyon a 16 points, barragiste. Donc oui, on a effectivement une belle marge. On a 18 points sur le barragiste. Il faudrait un cataclysme pour qu'on. Bah non, là, j'y crois même pas. Non, c'est même pas raisonnable d'en parler. On est en Ligue 1. Non, mais oui, ce serait une sixième saison désormais consécutive en Ligue 1, si je ne dis pas de On a bêtises. commencé, ouais, on monte la saison, on monte en 2019. Ouais, bah c'est rien que le fait d'hésiter sur le combien, Et sur ces ça six montre saisons, que ça fait beaucoup. si on revient un petit peu sur ces 6 saisons, finalement, on a eu des matchs qui ont été sympas, des victoires qui ont été belles, mais vraiment des moments où on a vibré sur la durée. Il y a eu la série de 6 victoires avec Derzakarian, mais on n'avait pas gagné un match pendant 2 mois avant. Finalement, c'est la première fois qu'on vibre autant. Les débuts de Dalloglio étaient sympas. Ah, ils étaient irréguliers quand même. Oui, bah après, on venait de monter, donc Oui, c'était c'est vrai. difficile, mais les débuts de Dalloglio, moi j'ai trouvé très sympa. Bah, évidemment, avec l'enthousiasme autour de la montée, hein, naturellement. Mais oui, il y a eu beaucoup plus de moments, on va dire, Et c'est rigolo parce que exténuants Quentin, que l'inverse. tu disais dans un podcast précédent, alors ça fait quelques temps hein, maintenant, et on en parlait, qu'il y avait pas mal d'équipes qui avaient eu leur moment où elles avaient pu vibrer, que ce soit Strasbourg, que ce soit Reims, même Lorient qui a fait une très belle saison. Toulouse, Toulouse. Nantes. Ils ont tous eu le droit à leur moment de bonheur et que bah, nous, pas le droit au bonheur. Pas le droit au bonheur, comme je te disais sur le but refusé de Mounier. Mais finalement, bah, peut-être que cette année, on a le droit d'être. Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'on a la chance d'être évidemment très bien placé en championnat. Donc, vu le nombre de points qu'on a, on aura des choses à jouer encore pendant un petit moment. Et qu'en Coupe de France, bah, pour l'instant, ce mardi 16 janvier, on y est toujours, avec un tableau qui s'est déjà délesté de Lens et qui va perdre Marseille et Rennes. Donc, alors peut-être.
Et moi, j'y crois à la Coupe de France. Je trouve qu'il se dégage quelque chose de cette équipe. Et puis au-delà du fait d'y croire, j'ai envie d'y croire. J'ai envie pour une fois d'avoir de l'ambition pour Brest. Et c'est plaisant. Et je pense que c'est ça qui arrive à fédérer des gens autour du club, les jeunes comme les plus anciens. Oui, bah on pense quand même à tous ces. Il y a beaucoup de jeunes, hein, on voit beaucoup de jeunes gens aller au stade, mais on pense aussi à tous ces gens qui viennent au stade depuis des dizaines d'années et qui vivent peut-être certaines de leurs plus belles émotions actuellement. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, il est possible, c'est une possibilité qu'on ne vive jamais de nouveau une telle saison, de telles émotions. La On dernière fois vivra que peut-être Brest a été aussi bien classé en Ligue 1, en fini 8e, c'était en 1987. Donc aucun de nous trois n'était né, et on était loin d'être né d'ailleurs. Donc s'il faut attendre 40 ans ou 35 ans pour vibrer, on aura 70 ans. Donc profitons-en maintenant, parce que ça c'est peut-être pas gagné d'avance qu'on revive ça. Mais quel plaisir, pour l'instant, quel plaisir en tout cas. On savoure. Et vivement dimanche, hein, comme dirait Michel. Mais pas Zakarian. Non. Juste un truc, le match c'est samedi. Hein. Ouais, mais vivement dimanche quand même, puisqu'on sera qualifié. Eh oui, et plus qu'à 4 matchs de l'Europe, on va se qualifier en Europe via la Coupe et le championnat. Eh oui, et si c'était nous qui offrons la 7e place qualificative à la Ligue 1? Et oui, et les Lensois qui vont devoir venir demander pardon. On attend les Lensois. Ça, c'est la réalité alternative que j'aime. Sur ce, messieurs, bonne semaine à tous, bonne semaine à vous, bien sûr, et à la prochaine pour un nouveau podcast. Merci à tous de vous abonner sur YouTube, sur Spotify. Et sur ce, vivons la prochaine fois, le prochain podcast, la prochaine victoire du Stade Brestois, ce sera Au Parc des Princes. puis dimanche prochain, puis contre Nice. Ça a commencé à faire beaucoup, mais on y sera et on sera là pour analyser et en parler dans la foulée. Merci messieurs et à la prochaine, bien sûr, à Le Brest.